Et si une condition physique qu'on croit purement neurologique, comme l'épilepsie, si ce n'était pas juste ça? Si c'était autre chose. Oui. Si en fait c'était le langage secret du corps, pas un dysfonctionnement, mais un message. Un message qui créerait un conflit intérieur hyper profond, Un conflit entre quoi et quoi, par exemple? entre un besoin absolu de tout contrôler et un désir complètement refoulé de tout lâcher. Ah oui, c'est intéressant. Les sources sur lesquelles on s'est penché aujourd'hui, elles nous invitent vraiment à changer de perspective. On ne va pas parler de l'épilepsie comme d'un ennemi à combattre. Mais plutôt comme un messager. Exactement. Un messager qui parle de surcharge, de tensions accumulées, d'émotions qu'on n'ose pas exprimer. L'idée, c'est qu'à la fin de notre analyse, on aura une nouvelle grille de lecture. Pour comprendre comment, selon cette approche, disons métaphysique, le corps peut littéralement mettre en scène ce que l'esprit refuse de voir. C'est ça. C'est une vision qui déplace complètement le curseur du médical vers le symbolique. Ça peut être un peu déroutant, mais c'est fascinant. Tout à fait. Pour y voir plus clair, je propose qu'on décortique cette perspective en 3 temps. D'abord, on va explorer cette idée centrale de l'épilepsie comme une surchauffe du système, un vrai orage intérieur. D'accord. Ensuite, on verra que cet orage, il n'a pas toujours le même visage. On distinguera les messages, qui sont très différents, derrière le petit mal et le grand mal. Et enfin, Et enfin, on plongera dans les racines émotionnelles que cette approche identifie. Des racines souvent liées à des blessures anciennes, et on verra les pistes qui sont proposées pour trouver un apaisement. parfait. Avant qu'on aille plus loin, je pense que c'est vraiment essentiel de préciser un truc. Oui, vas-y. Cette discussion explore une perspective alternative à des fins purement éducatives. Elle ne constitue en aucun cas un avis médical et elle ne doit jamais, jamais remplacer une consultation avec un professionnel de la santé. C'est un point crucial. Pour toute question médicale, l'avis d'un médecin est indispensable. Voilà. Maintenant que c'est dit, plongeons dans cette première idée, celle du court-circuit. Les textes parlent d'un cerveau en hyperexcitabilité. Concrètement, sur le plan émotionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne vit presque exclusivement dans sa tête. Dans sa tête? Oui, le mental, l'analyse, la rationalité, tout ça prend une place énorme. Chaque action, chaque parole, chaque possibilité est disséquée, contrôlée, anticipée. C'est épuisant rien que d'y penser. C'est une activité cérébrale intense et constante qui ne laisse en fait aucune place au ressenti, à l'émotion brute, à la spontanéité. Donc symboliquement, oui, le cerveau est en surchauffe permanente. J'essaye de me représenter ça. C'est un peu comme si mon ordinateur avait, je sais pas, 500 onglets ouverts en même temps, tout en faisant tourner un logiciel de montage vidéo. Voilà. Et un jeu en 3D en arrière-plan. C'est ça. Le processeur chauffe, les ventilateurs tournent à plein régime, et à un moment, tout lâche. L'écran devient noir, le système dit juste « Stop, je redémarre ». C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. L'analogie est parfaite. La crise est décrite dans nos sources comme un orage intérieur. C'est la conséquence inévitable de cette saturation. Un orage. Imagine la quantité de tension, de frustration, de colère non exprimée qui sont contenues jour après jour. Tout est ravalé, contrôlé, refoulé par ce mental subpuissant. Et donc, à un moment, ça doit sortir. Forcément, le corps n'a plus d'autre choix que de libérer cette énergie brutalement, par des ondes de choc. La crise devient une soupape de sécurité extrême. C'est un mécanisme de libération quasi volcanique qui se déclenche quand toutes les autres voies d'expression sont verrouillées. Cette idée de soupape de sécurité est très puissante. C'est une réinitialisation forcée du système, quoi, quand on a ignoré tous les signaux d'alarme. C'est tout à fait ça. Mais est-ce que cette explosion, cet orage, il est toujours le même? Ou est-ce que les sources nous disent qu'il peut se manifester de manière très différente? Et c'est là que l'analyse devient vraiment nuancée. Non seulement l'orage n'est pas toujours le même, mais il raconte des histoires radicalement différentes. D'accord. Il y a une distinction fondamentale qui est faite entre ce qu'on appelle le petit mal, aussi connu comme l'absence, et le grand mal. Et ce ne sont pas juste des variations d'intensité, hein. Non, c'est plus profond que ça. Oui, c'est l'expression de 2 conflits intérieurs qui s'opposent. D'accord. Alors, explorons ça. Le petit mal, l'absence. On imagine quelqu'un qui, pendant quelques secondes, est dans la lune, complètement déconnecté. Si on suit la logique du message, qu'est-ce que le corps essaye de dire ici? Le mot-clé pour le petit mal, c'est la fuite. La personne vit une situation, des responsabilités, une pression, qui lui semble insupportable, trop anxiogène. Et donc, elle s'échappe.
Exactement. L'absence, c'est une micro-déconnexion. C'est un moyen d'échapper à une réalité devenue trop pesante. C'est une fuite qu'on pourrait qualifier de passive. Passive, oui. Plutôt que d'affronter la situation de front, l'esprit appuie sur le bouton pause et choisit de partir un court instant. C'est un refuge intérieur face à une angoisse. Donc, le petit mal serait une sorte de stratégie de survie, une échappatoire non violente face à une pression trop forte. C'est une bonne façon de le voir. Mais alors, à l'opposé du spectre, on a le grand mal. Les convulsions, la perte de conscience, c'est infiniment plus spectaculaire et violent. Le message est aussi radicalement différent. Radicalement. Ici, le mot-clé, c'est la violence retournée contre soi. On n'est plus du tout dans la fuite passive, on est dans une explosion. Une guerre civile intérieure. Une guerre civile. Selon cette lecture, la personne se juge avec une sévérité extrême, se sent persécutée et perçoit la vie comme une lutte de tous les instants. Elle accumule une agressivité immense. De la colère, de la frustration. Colère, frustration, parfois même de la haine. Mais son surcontrôle l'empêche de l'exprimer vers l'extérieur. Attendez, là, c'est une interprétation qui est très forte. Pour quelqu'un qui n'est pas familier avec cette approche, ça peut sembler extrême de parler de haine retournée contre soi. Bien sûr, mais les sources justifient cette lecture par la manifestation physique elle-même. Les convulsions, les secousses violentes, le corps qui se raidit. La violence des symptômes. Voilà. Tout cela est vu comme l'expression physique d'un combat intérieur, d'une violence inouïe. L'agressivité qui ne peut pas être dirigée contre l'ennemi perçu à l'extérieur. Un parent, un patron, la société. Se retourne et explose contre le seul territoire que la personne peut atteindre. Son propre corps. Et la perte de conscience totale dans ce cas. Elle est vue comme la tentative ultime de couper le contact avec un monde jugé hostile, insupportable. C'est le désir de s'anéantir, ne serait-ce que pour quelques minutes, pour échapper à cette lutte. Je vois. La violence des symptômes reflèterait la violence du conflit intérieur. On a donc d'un côté la fuite, une évasion mentale, et de l'autre une véritable guerre contre soi-même. La distinction est très claire, oui. Mais ça soulève une question encore plus profonde. D'où peuvent bien venir des sentiments aussi extrêmes? Un tel besoin de fuir ou une telle violence intérieure, ça ne naît pas de rien. Ça doit prendre racine quelque part. Exactement. Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur. Les sources suggèrent que ce conflit, il puise son origine dans des schémas de pensée et des blessures émotionnelles très profondes. Qui se sont cristallisés pendant l'enfance, j'imagine. Le plus souvent, oui. Plusieurs thèmes reviennent de façon récurrente. Le premier, c'est ce sentiment de persécution. C'est la perception de la vie comme un combat permanent. L'idée qu'il y a toujours un ennemi, visible ou invisible, contre lequel il faut se battre. Et cette perception, du coup, elle nourrit l'agressivité refoulée dont on parlait tout à l'heure. Précisément. Cette énorme quantité de colère, d'amertume est ravalée. Et les secousses de la crise deviennent la matérialisation de tout ce que la personne s'interdit de dire ou de faire. C'est fou. Mais le paradoxe le plus central, c'est la lutte entre un besoin de contrôle absolu et un sentiment d'impuissance totale. Ah, ça c'est intéressant. Développer un peu. Il y a un désir acharné de tout maîtriser, son environnement, les autres, les événements, pour se sentir en sécurité. Mais la vie, elle est ce qu'elle est. Elle est incontrôlable. Exactement. Donc ce désir se heurte sans cesse à la réalité, ce qui engendre une frustration et un sentiment d'impuissance monstrueux. Et puisque le monde extérieur est incontrôlable, c'est le corps qui devient le théâtre de cette perte de contrôle. La crise est la manifestation ultime du fait que non, on ne contrôle pas tout. C'est ça, c'est le corps qui crie « Tu vois bien que tu ne contrôles rien ». Et les sources relient ça directement à des expériences de l'enfance. L'une des affirmations qui m'a interpellée, c'est le lien spécifique fait avec une relation difficile ou distante avec la figure paternelle. C'est très précis. C'est très précis et l'explication est symbolique. Dans beaucoup d'approches psychologiques, la figure paternelle représente la loi, la structure, l'autorité, la connexion au monde extérieur. D'accord. Une relation difficile ou distante avec cette figure peut, selon cette grille de la lecture, engendrer un sentiment profond d'insécurité face au monde. Un sentiment de ne pas avoir les armes pour affronter la vie perçue comme un combat. Et ça peut nourrir ce besoin de surcontrôler pour compenser? Ou ce sentiment de rejet qui se transforme en culpabilité, en autopunition. Et inconsciemment, la crise peut même devenir, des années plus tard, un appel au secours désespéré. Une façon dramatique de dire regardez, je souffre, occupez-vous de moi. Voilà, quand on n'a jamais appris à demander de l'aide ou de l'amour directement. C'est un tableau très intense.
face à des racines aussi profondes, à un conflit aussi violent, ça peut sembler être une impasse. Quelles sont les pistes de sortie suggérées? Les pistes de solution sont à la hauteur du diagnostic. Elles demandent un changement de posture intérieure qui est radical. La première. La première, la plus fondamentale, c'est le lâcher-prise. Ce qui est, paradoxalement, le plus difficile pour une personne définie par le contrôle. Il s'agit d'accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais c'est un cercle vicieux, non? Comment on peut lâcher prise quand le besoin de contrôle est justement ce qui définit notre stratégie de survie? Ça doit être terrifiant. C'est terrifiant. C'est pour ça que ce n'est pas un interrupteur, c'est un chemin. Et c'est là qu'intervient la deuxième piste, l'expression des émotions. Sortir les choses. Il est jugé crucial d'arrêter de stocker la colère, la frustration, la tristesse. Apprendre à les reconnaître, à les nommer et à les verbaliser. C'est la seule façon de sortir de ce que les textes appellent la prison de pensée. D'accord. Et la troisième piste? C'est de changer de focus. C'est un effort conscient pour arrêter de nourrir la guerre intérieure. Cesser de se concentrer uniquement sur la lutte, le combat, le négatif, pour s'obliger à voir la beauté, l'amour, la douceur qui existent aussi autour de soi. Pour être tout à fait complète dans notre exploration des sources, il y a un point qui est mentionné mais de façon très brève, un peu isolée. Oui, il est important de le noter par souci de fidélité au texte. Une des sources avance que des cas d'épilepsie auraient été observés comme des réactions indésirables à certaines vaccinations. Lesquelles? Celles contre la poliomyélite et la variole sont citées. Mais il est crucial de contextualiser cette information. C'est-à-dire? C'est présenté comme une note de bas de page, une observation ponctuelle, sans développement ni appui scientifique détaillé dans le texte. Ce n'est pas la thèse centrale de l'approche qu'on discute. Qui reste focalisé sur le conflit psycho-émotionnel. Exactement. On le mentionne ici pour être exhaustif, mais en soulignant bien son caractère isolé dans le corpus qu'on a. D'accord, merci pour cette précision. Alors, si on met le diagnostic de côté un instant, comment est-ce qu'on peut utiliser cette grille de lecture comme un outil de connaissance de soi? Bonne question. Mettons que quelqu'un qui nous écoute se reconnaisse là-dedans, dans ce besoin de contrôle ou cette tendance à refouler. Par où commencer? On pourrait suggérer un petit exercice en 3 étapes, très simple. La première, observer ses zones de contrôle, domaines de sa vie, au travail, en famille, où on essaie de tout maîtriser de façon excessive. Juste en prendre conscience. D'accord. Deuxième étape. Identifier l'émotion interdite. Se demander avec honnêteté quelle est l'émotion que je m'interdis le plus de ressentir ou d'exprimer. La colère, la tristesse, la peur. Et la troisième étape, j'imagine, c'est d'agir un peu? Oui, pratiquer un micro-lâcher-prise. Choisir une toute petite chose, aujourd'hui, sur laquelle on peut consciemment arrêter de vouloir tout contrôler. Par exemple? Ça peut être de ne pas planifier une conversation, de déléguer une tâche minuscule ou de laisser quelqu'un d'autre choisir le programme du soir, juste pour voir ce qui se passe. J'aime bien cette idée de micro-lâcher-prise. Et si, comme on l'évoquait, l'idée même de lâcher prise génère de l'anxiété, il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas de tout abandonner. Le but n'est pas la démission. Non, bien sûr. Il s'agit simplement de desserrer un peu la main, de respirer. C'est un muscle qui se travaille par des actions minuscules répétées. L'objectif, c'est de remplacer le contrôle par un peu plus de confiance. Faisons le point. On a exploré aujourd'hui une perspective qui retourne complètement notre vision de l'épilepsie. On ne la voit plus comme une simple panne, mais comme un message puissant du corps. Absolument. Le premier point clé, c'est que cette condition est interprétée comme le symptôme d'une saturation mentale et émotionnelle. C'est l'orage qui éclate quand le mental a tout envahi. Et que les émotions sont réprimées. C'est ça. Deuxièmement, ces deux formes principales, le petit mal et le grand mal, ne sont pas de même nature. Elles traduiraient des stratégies opposées face à une réalité insupportable. La fuite passive d'un côté et l'auto-agression violente de l'autre. Exactement. Et enfin, le troisième point, la racine du conflit se trouverait dans cette lutte épuisante entre un besoin de contrôle absolu pour se sentir en sécurité et un sentiment d'impuissance. Et la voie vers l'apaisement passerait donc par le courage de lâcher ce contrôle et d'oser enfin exprimer ce qui a été tu depuis trop longtemps. Notre invitation pour la suite pourrait être de réfléchir à une situation dans laquelle on se sent en lutte en ce moment. Et de se poser la question, contre quoi ou contre qui est-ce que je me bats vraiment? Est-ce que c'est contre une situation extérieure ou contre une partie de moi-même que je refuse d'écouter? Peut-être que le but finalement n'est pas de faire taire le corps, mais d'apprendre enfin à écouter la langue qu'il essaie parfois désespérément de nous parler.